Taxi FM 93.1 FM. Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. La gare routière de l'information Saint-Émile-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin sur la radio et nous sommes à la gare routière de l'information avec mes confrères et nous allons revenir sur certains sujets qui retiennent donc notre attention. Nous reparlerons ce matin de la protection du consommateur que nous sommes tous. L'affaire du riz impropre à la consommation a secoué les Togolais. Mais au-delà de l'émotion suscitée, le sujet pose beaucoup de problèmes. La faim, la pauvreté, oui, mais un confrère disait encore la semaine dernière que cette justification est insuffisante. Si on peut peut-être le comprendre, cela n'enlève rien au débat qui est posé. Sommes-nous ou savons-nous ce que nous mangeons réellement au quotidien? Qui contrôle ce que nous mangeons au juste? Qui nous protège et qui est censé le faire véritablement? Beaucoup de questions ce matin à poser. Les violences au siège des partis politiques qui se répètent après Addis et la CDPA il y a 8 jours. En l'ont ouvert des demandes d'autorisation pour des réunions de partis politiques à leur propre siège. On lancera là aussi le débat sur le sujet, bien entendu, avec Sylvestre Béni et l'homme Atisogbe et Gérard Ouissan. Bienvenue. Taxi FM, la seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM Lomé, à cette émission La Gare routière de l'information avec mes confrères qui sont avec nous en studio. Bonjour Gérard Ouissan. Bonjour Eric. Comment allez-vous? Je vais bien. Bon, merci d'être là. Le week-end est fini. Enfin, on sort de bouclage, donc un peu fatigué. Ah, mercredi, vous serez donc dans les kiosques? Bah oui, nous on boucle toujours plusieurs jours durant. Oui. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vous avez de la chance, vous. Ah bon? Ah oui, mais vous êtes pas sous pression. C'est ce que je veux dire. Ah tiens, ça dépend de comment on voit la chose. J'aurais préféré boucler en un seul jour et puis bon, ben, on n'en parle plus. Ouais. Mais ça va. Super. Merci d'être là. Merci. Bonjour Elom Atisogbe. Eric, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Bonjour Sylvestre Béni. Oui, bonjour Eric et bonjour à toutes et à tous. La première question que je vais poser ce matin, c'est à Gérard Ouissan. Écoutez bien la question, Gérard. Est-ce que ça vous dérange de savoir que certains de nos concitoyens ont faim? Ben, forcément. Puisque moi-même, je suis un concitoyen. Et donc, c'est pas évident. C'est pas évident. Parce que
Ça dépend. On peut la gradation qui ont des gens. Il y a de faim. Le cas, c'est la faim. Donc, la faim, on va la comme la difficulté à manger. Donc, c'était là à vous. Donc, j'ai faim. Preuve qu'aux États-Unis, il y a de facile à manger. Alors qu'ici, la même fonction pas évident. Quand on voit manger Ramadan, puis de là, bon, est-ce que réellement ça me dérange? C'est le plat, on a à manger. Bon, mais côté acquis, c'est un autre point. Bien sûr. Ce débat, on va le mettre sur parfaitement durant la consommation. La presse abondamment la semaine dernière. Pas eu l'occasion d'un peu véritable mardi, beaucoup plus ici à l'antenne que les confrères le mettent. Mais ce là ne pose pas le problème de la pauvreté et l'homme. Aujourd'hui, on parle de la lutte et quand même un Togo. Ici, la réalité que la scène que l'on a assistée la première fois, mais avec au Cameroun, avec des versions de poissons, ils ont trop en train de chercher leur part. Non, en fait, c'est pour ça que les opérations des maïs. Écoutez, il y a déjà tellement de difficultés donc à trouver un plat, et puis bon, lorsque vous trouvez, il y a plus ce réflexe là de se poser des questions. Voyez-vous, et je crois que dans ce pays, la paupérisation de la population est indicible. Et puis les gouvernants même le savent, parce que vous avez vu lors de la période covidale, il a fallu qu'on puisse envoyer 5 000 et 6 000 Togolais pour manger. Parce qu'on sait que le pouvoir d'achat, c'est pas une évidence au Togo. Et puis bon, voilà, tout le monde se cherche. Tu sors, si tu reviens avec quelque chose, bon, voilà quoi, tu bénis le Seigneur maintenant. Il y a certains qui n'en trouvent pas. Donc au cas où toi tu trouves, il n'y a pas donc à se poser des questions. Et puis nous mangeons aussi mal, il faut le dire, parce qu'un Togolais qui sort et qui va chez Diallo, il prend spaghetti, il prend mayonnaise, il prend le feu, tout ça, bon, lui, mais il se dit que c'est lui, quoi. C'est à défaut de trouver mieux. Voilà, quoi. Il faut se contenter de ça. Il faut se contenter de ça, et puis bon, voilà, quoi. Pourvu donc de remplir la panse, il n'y a plus question donc de chercher la qualité. Mais s'il y a la quantité, ou si vous trouvez déjà quelque chose, c'est bon. Et puis le Togolais vit comme cela depuis des années. Et nous sommes presque habitués. Hein. Nous sommes presque habitués donc à manger sans se poser des questions. Et puis voilà, quoi. C'est ça le Togo, quoi, le 228, comme on le dit. Mais est-ce que c'est pas un problème de savoir, par exemple, que ce qui passe dans notre assiette peut ne pas être bon? Oui. À manger, que ça nous empoisonne. Écoutez, nous le savons. Nous le savons, il y a certains qui le savent. Mais bon, voilà quoi. En l'impossible, l'une est tenue. Voyez-vous, en l'impossible, l'une est tenue. Nous savons, il y a des boîtes de conserve qu'on vend souvent, on parle de liquidation et tout ça. Les gens savent que déjà, c'est parce qu'on arrive donc à la date de péremption donc de cette boîte et qu'on livre ça gratuitement, bon, peut-être à vil prix. Mais les gens l'achètent et ils font de bons plats avec. Vous savez, le Togolais aussi a cette mentalité, on dit, bon, une fois que il y a une bonne cuisson, on se dit que voilà, quoi, tout est... Si c'est bien cuit, donc voilà, quoi, on se dit, bon, il n'y a plus de microbes, il n'y a plus rien. Donc voilà, bon, peut-être que nous allons revenir là, ceux qui sont allés chercher donc le riz de la dernière fois, bon, ici aussi, on fait une très bonne cuisson, bon voilà, quoi. Il n'y a pas à chercher que alors, on est à l'autre dépotoir pour en chercher, donc c'est bien cuit, et puis ça, voilà. Est-ce que les consommateurs sont véritablement protégés, Gérard? Bon, je pense que c'est un problème complexe, très complexe, voire même trop complexe, parce que c'est pas seulement au niveau du Togo, de l'Afrique ou bien au niveau mondial. Hein. Demander aux citoyens américains s'il est protégé, si ce qu'il mange est bon, il va émettre aussi des doutes. Et en Europe, aux États-Unis, partout, le cancer, ça tue des gens. Le cancer issu de la malbouffe, ça tue des centaines de gens, voire des milliers de gens. Donc c'est un problème qu'on ne saurait honnêtement limiter au niveau seulement du Togo. Bon, maintenant, peut-être la petite différence, c'est que ailleurs, les gens savent qu'il y a des aliments qui ne sont pas bons pour la santé, mais faute de mieux, ils le consomment quand même. Et c'est un choix. Quand vous allez sur les rayons des supermarchés, on vous montre par exemple des œufs issus d'élevage intensif, et des œufs issus d'élevage extensif et des œufs biologiques. Mais quand vous avez de l'argent, vous prenez des œufs biologiques. Mais ceux qui pensent que ils n'ont pas assez d'argent, ils prennent des œufs, d'autres œufs, quand ils se disent d'accord, au petit bonheur la chance, quoi. Si j'ai la chance, je ne meurs pas. Au cas où c'est la malchance, je crève. C'est un peu comme ici aussi.
tout le monde sait que le sucre blanc raffiné n'est pas bon. Et le sucre roux est mieux. Bon, maintenant, si vous avez... Bon non plus, hein. Bon, mais est mieux. Je dis mieux. Bon. Si vous avez de l'argent, vous achetez... si vous avez de l'argent, vous achetez le sucre roux. Quand vous n'avez pas de l'argent, vous achetez le sucre raffiné. Quand vous êtes très pauvre, vous achetez le sucre en poudre. Ça, c'est encore pire. Voilà. Donc, parfois, on le sait, mais on se dit, voilà les moyens dont je dispose. Est-ce que c'est pas un problème en réalité? C'est un problème, ça, c'est évident. Mais je dis que c'est pas pour dédouaner qui que ce soit, mais je dis, malheureusement, le monde en est, surtout chez nous ici, le problème, c'est que, on n'a pas les moyens d'acheter ce qui est bien. Quand vous prenez par exemple de la tomate en boîte, vous savez que vous avez beaucoup de chances que ce ne soit pas de la bonne tomate. Mais quand une tomate de 50 grammes se vend à 100 francs, en ce moment-là, vous faites quoi? Parce qu'il n'y a pas longtemps, une petite tomate, c'était à 100 francs. Donc 500 francs tomate, c'est 5 tomates grosses comme mon pouce là, c'est tout. Alors est-ce que vous pouvez vraiment, est-ce qu'on peut se permettre d'acheter de la tomate fraîche en ce moment? C'est difficile. Maintenant, moi je trouve que le grand problème au Togo, c'est surtout l'information qui nous manque beaucoup. Parce que beaucoup ne savent même pas ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Quand vous prenez ceux qui font le maraîchage, vous les voyez qui sont en train d'asperger tranquillement leur laitue un vendredi, un mercredi, et vendredi vous trouvez ces laitues là sur le marché. Il les coupe, il les déracine et ça va les vendre. Alors que ça a encore des pesticides, ça a encore des fongicides, ça a tout tout ce qui peut tuer l'homme. D'où la question aujourd'hui, qui nous protège ou qui est censé nous protéger réellement, et l'homme? Moi, je crois que c'est nous-mêmes en tant qu'individus qui devons nous protéger. Il ne faut pas faire confiance à quelqu'un pour venir nous protéger. Est-ce que nous avons les moyens de nous protéger? Oui, mais tout ce qui rentre dans l'alimentation, c'est des recherches basiques que vous faites. Quand vous dites que vous n'allez pas prendre de boissons gazeuses, c'est un choix. Si vous dites que vous n'allez pas prendre de la bière, c'est un choix. En fait, vous fixez ce que vous mangez de façon libre. Si vous dites que vous êtes végétarien, c'est votre choix. On ne va pas demander à l'État de venir vous dire de manger de la viande. Donc, je crois que la meilleure protection qu'on puisse offrir, c'est ce que soi-même on se donne en tant qu'individu qui entre dans l'alimentation. Comme Gérald a dit, je préfère moi prendre du miel à la place du sucre. Vous comprenez? Je fais mon thé, je mets du miel dedans. En même temps, les autorités sont quand même responsables de la santé publique. On est tous d'accord, Eric. Si nous devons prendre du sucre tous les matins, tous les midis, tous les soirs et tomber malade est devenu une charge à peu près, excusez-moi de le dire, pour l'État, c'est de son rôle de nous protéger. Oui, l'État est là à travers le ministère du Commerce, oui, bien sûr, notamment la direction du commerce intérieur, qui doit veiller véritablement à la qualité des produits que nous consommons, à la qualité de tout ce qu'on consomme. Et il y a d'autres départements qui sont également impliqués, mais on constate justement que c'est en fin d'année qu'on fait des contrôles inopinés pour dire que il y a beaucoup de produits avariés qui circulent en fin d'année, alors qu'il y a plein de supermarchés aujourd'hui. Quand vous y allez, vous faites les rayons, vous allez trouver des produits dont la date de péremption est passé, quoi. C'est-à-dire, et pas un, pas deux, pas trois supermarchés. Et ça se passe régulièrement. Vous avez dans des boutiques d'alimentation générale des boîtes de couscous. Quand vous les ouvrez, vous avez des verres, vous comprenez? Et oui, mais ça fait partie de la chaîne d'alimentation. Et donc, quand vous achetez, par exemple, votre paquet de couscous dans une boutique d'alimentation générale, un grossiste, vous rentrez, vous ouvrez le carton, vous rendez compte qu'il y a des larves, des vers qui sortent dedans et tout, vous ne pouvez pas le consommer. Vous faites quoi? Vous jetez. Et donc vous jetez votre argent. Vous comprenez? Bon, maintenant, qui doit faire les tests? C'est le ministère du Commerce, comme je l'ai dit, à travers la direction du commerce intérieur. Mais encore que sur le marché, ils disent qu'il faut mettre en place un système d'alerte précoce qui leur permette aussi de pouvoir faire quoi? De pouvoir savoir ce qui se passe, parce qu'il ne peut pas être partout sur toute l'étendue du territoire national et dans toutes les boutiques à la fois. Et donc, ils préfèrent créer un système d'alerte, un mécanisme d'alerte pour que les associations des consommateurs remontent l'info, que leur service déconcentré puisse remonter également l'info. Mais je crois quand même que la meilleure chose qu'on puisse faire nous-mêmes, c'est de nous protéger en choisissant ce que nous mangeons. Et c'est vrai qu'on ne sait pas aussi les composantes qui entrent dans tout. Oui, parce que tout ce qui rentre sur le territoire est censé être contrôlé par les autorités. Oui, c'est ce que donc, tout ce que vous trouverez sur le marché, je suppose que c'est contrôlé et que l'autorité a dit que c'est bon à manger. Non, mais erreur. Écoutez, à des mets que nous mangeons, qui contrôle?
Adémé ne vient pas d'ailleurs. C'est nous-mêmes qui le faisons ici. Mais allez voir dans quelle eau on lave les Adémé, par exemple, dans la préfecture, là-bas, là où ça se passe. Allez voir dans quelle eau. Moi, j'ai eu la chance de voir une fois l'eau dans laquelle, quand les bonnes dames sortent du champ, oui, mais l'eau dans laquelle elles viennent laver Adémé avant de repartir au marché pour vendre, mais vous n'allez pas croire. Mais ça, vous quittez la zone là, vous venez à Lomé, mais les gens consomment ici. Vous savez pas dans quel véhicule, ni comment c'est. Si on doit faire attention aussi à tout cela, on va rien manger. Vous savez, parce que il faut juste garantir un minimum de sécurité par rapport à ce que nous consommons. Vous avez Adémé sur la table bien verte, vous mettez ça dans la casserole, elle est noire. Vous faites comment? Oui, mais c'est ça, vous venez au marché, vous avez Adémé, c'est joli, c'est bien vert, c'est voilà, à vue d'œil, vous allez dire que c'est le piège. Oui, mais vous allez dire que non, mais ça c'est clair, enfin ça c'est nickel, et puis c'est propre. Mais comment est-ce que vous pouvez savoir si Adémé que vous allez manger est de qualité, par exemple? Souvent les bonnes dames, elles, c'est la tige. On casse un peu le bout de la tige pour savoir si c'est gluant. Et de deux, on voit si c'est Adémé avec peut-être des petits trous dans les feuilles, ou Adémé nickel de 5 étoiles. Et si c'est nickel comme ça voudra dire que vous avez de fortes chances de manger quelque chose qui n'est pas bon du tout pour votre santé parce que c'est à base d'engrais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui tout est engrais. L'agriculture bio existe à 5% aujourd'hui au Togo. Tout est engrais. Même le coton, c'est de l'engrais maintenant. Tout est engrais maintenant. Il faut pas qu'on se mente. Et donc, on nous dit il faut manger bio. Mais tous les aliments qui entrent justement dans notre assiette, et quand vous allez au marché, quand vous allez dans les champs, c'est l'engrais. L'engrais systématique. Pas systématique, mais l'agriculture bio existe, comme je l'ai dit. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui font beaucoup plus de l'agriculture bio dans leurs champs et dans leurs maisons. Moi, je connais des gens, par exemple, ils font leur petit jardin d'Adémé, ils font leur petit jardin de gombo, de piment. Ils ont un petit truc quelque part dans la maison ou de façon saisonnière, ils récoltent et puis ils font leur sauce. Et parce que ils font pas confiance à tout ce qui se passe au marché, les boîtes de conserve. Ça va être peut-être l'arme aujourd'hui que les consommateurs doivent avoir, le boycott, ce qui n'est pas bien pour vous boycotter et puis on produit nous-mêmes ce que nous devons manger. Non, je ne crois pas qu'il s'agit d'une question de boycott, mais c'est véritablement une question donc de se protéger. Et aujourd'hui... Oui, on boycotte pour se protéger, non? Bon, peut-être que ça dépend donc de quel angle vous prenez la chose. Mais je crois que ça vient petitement au sein donc du pays. Beaucoup sont portés aujourd'hui vers un petit jardin dans leur maison avec tout ce que l'on vient de décrire, les piments et tout ça, et de manière saisonnière, récolte, pour être sûr qu'au moins ce que je mange, je l'ai produit et je sais ce que c'est. Maintenant, si on doit manger dehors, c'est avec tous les risques, quoi. Aujourd'hui, c'est tout risque que nous mangeons dehors, parce que l'engrais et tout le monde... on met au restaurant que moi je mange pas Adémé, puisque là je suis sauvé de ce côté-là. Mais aujourd'hui avec Adémé, c'est l'engrais. Oh, mais qui mange? Moi c'est la première fois que j'apprends je vois quelqu'un qui mange pas Adémé. Non, je mange pas. Donc voilà quoi, tout ce qu'on produit aujourd'hui c'est l'engrais. Et encore que si on parle donc de mécanismes précoces, je crois que dans certains milieux on peut également avoir des points focaux. Vous voyez, mais bon, ici on a toujours le discours, mais c'est la pratique qui ne suit pas. Il y a tellement de discours, il y a des gens qui contrôlent véritablement tout ce qui rentre au pays. Mais une fois rentré, on constate que ce ne sont pas quand même de bons produits. Il y a également ces effets-là. Vous allez dans beaucoup de supermarchés aujourd'hui, vous avez tellement donc de liqueurs frelatés. Mais ils sont rentrés. Au Togo, il y a des gens qui sont censés les contrôler, qui les ont contrôlés. Et qui ont dit que c'est bon. Et qui ont dit que c'est bon. Ouais, vous voyez, on les voit donc dans les supermarchés, et même le prix est au-delà même de ce qu'on estime. Donc, voilà un peu le pays maintenant. Si vous voulez vous fier à tout cela, je crois qu'il faut mourir un jour et sûrement de quelque chose. Voilà quoi. Malheureusement, c'est à cela que
c'est à cette rengaine que le Togolais aujourd'hui est habitué. Il faut toujours mourir de quelque chose. Maintenant, si on doit prendre de Botocoin, qu'on doit mourir de Botocoin, parce qu'en sachant la manière dont ça a été cuit et tout ça, même la farine et tout, bon, c'est pas ça, mais bon, voilà, quoi. Bon, ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient, n'est-ce pas, aussi participer au débat, peuvent nous envoyer des messages. Hein. Ça peut être SMS ou message WhatsApp. Comme cet auditeur qui nous dit, si on prive la population togolaise de revenus minimum, pourquoi ne pas avoir faim? La pauvreté est entretenue par le pouvoir en place pour atteindre un but précis, permettre aux princes de garder le pouvoir à vie. Si nos autorités ne changent pas de logiciel, nous irons de mal en pis, dit donc cet auditeur-là. Gérard Ouessant, nous devons contrôler nous-mêmes ce que nous mangeons, ne plus faire confiance à qui que ce soit. Est-ce que c'est possible? Bon, je me demande si la question est bien posée. Parce que le problème est à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que quand un animal est toxique ou bien contaminé, l'État se doit de l'enlever du marché ou bien de ne pas permettre que ça se vende. Que ça soit produit ici ou que ça vienne d'ailleurs. Ça, c'est un devoir régalien de l'État. Maintenant, la qualité de nos aliments, ça, c'est nos choix à nous. C'est-à-dire que dans la palette de tout ce qui est autorisé par la loi, par les règlements ou la réglementation, dans cette palette-là, c'est à nous-mêmes de choisir. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple du sucre en poudre, du sucre raffiné blanc et puis du sucre roux. Et selon vos moyens. Oui. Selon vos moyens. Et donc maintenant, je crois que dans cet espace-là, chacun peut choisir. Et bon, quand l'homme dit qu'il y a des mets verts, dès que vous cuisinez, ça devient noir. Mais ça existe. Hein. Bon, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est devenu noir que c'est mauvais? Il y a beaucoup de choses, quand on les cuit, ça change de couleur. Oui, mais pas à des mets quand même. À des mets, quand vous faites la cuisson après, vous n'avez pas une couleur noire. La question posée aux autorités, est-ce que la démec qu'on cuit et que qui devient noir, est-ce que c'est mauvais? C'est là où l'État doit nous renseigner, doit nous protéger. Et entre parenthèses, pour la démec, la récolte n'est pas du tout saisonnière. Hein. Oui. Ce que vous avez donné comme exemple, c'est bien vrai. Moi, je le fais chez moi. J'ai ramassé une vieille baignoire quelque part. La baignoire dans laquelle on se... Oui, si. J'ai rien fait à demain, je vous assure, nous sommes 5 à la maison, on n'en finit jamais de manger. Ah, c'est ça. Ça dit que vous achetez de la graine pour 200 francs, vous jetez de l'eau dessus. Quand vous récoltez le tiers, le temps d'avoir encore envie de manger à demain, enfin, le premier tiers a déjà régénéré, encore repoussé, et vous récoltez la même chose pendant 3-4 mois. On peut dire à nos concitoyens que pour Adémé, Boma, Piment, Aloma, plein de choses. Boébessé, le piment vert là. Côte d'Or, je sais pas quoi. On peut faire tout ça chez soi, à la maison. Oui, c'est possible. Même si on n'a pas d'espace grand, avec des pots, on peut produire. Oui, c'est possible. Il y a la culture qu'on appelle la culture hors sol maintenant. Oui, les gens le font sur les murs. Même contre les murs, quoi. C'est-à-dire votre clôture avec des bouteilles d'eau minérale et tout ça là, vous voyez un jardin extrêmement joli. Alors, c'est à nous-mêmes de développer tout cela et se dire, écoutez, c'est vrai que le pays est pauvre, et maintenant, comment on peut faire pour s'en sortir? Mais ceux qui disent qu'on a appauvri la population systématiquement, il ne faut pas que je donne l'impression de défendre le gouvernement ce matin. Hein. Écoutez, pas du tout. C'est votre droit de dire ce que vous voulez. Hein. Mais je pense quand même que veut quand même. La richesse... je pense que la richesse... Dans la limite de ce qu'on te dit. Voilà. Je pense que la richesse se crée, en fait. Quand une population refuse de créer de la richesse, qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Quand nous avons une cour, au lieu de planter à des mecs, Boma, tout ça, d'inventer des choses, nous balayons ou bien nous cimentons cette cour. Bon, comment est-ce que vous voulez que le pays soit riche? Au moment où, par exemple, le Sénégalais ou bien le petit Français, il a un petit jardin de peut-être 10 mètres, 20 mètres carrés où produit de la laitue et certaines choses, vous cimentez là-bas, ou bien vous balayez. Pour éviter la boue en saison pluvieuse. Ou bien pour que ça soit joli, ou bien parce que vous êtes paresseux, ou bien vous n'êtes pas assez inventif. Alors, une population qui n'est pas inventive, qui ne se met pas au travail, comment est-ce que nous pouvons créer la richesse à chacun à son niveau? Qui donne l'information en réalité? Qui enseigne quoi à qui? Bon, vous permettez? Allez-y. C'est-à-dire, je reviens au problème de la diététique. C'est la diététique. Qui nous enseigne la diététique? C'est à travers les journaux, c'est à travers ce que nous faisons là, les médias. Il faut des médias forts. Il faut mettre des médias. Il faut une société civile forte.
c'est la société civile, c'est l'association des consommateurs. Moi, je mets les médias dans tout cela. Et il y a plein de choses, quoi. Des gens qui peuvent nous renseigner, qui peuvent nous dire, ben voilà, comme on le faisait avant, vous allez dans une clinique, on dit, maman, ne fout les miasia, des choses comme ça. C'est ça qui informe. Est-ce que tout ça, ça existe encore aujourd'hui? C'est ça qui a un peu disparu. Et moi, je me dis, moi, personnellement, je me dis que je manque d'informations. Je manque d'informations. Quand je veux manger de la salade, je voudrais bien savoir comment est-ce que le concombre que je prends n'a pas été mangé par un ver. Est-ce que ce qu'on a mis dessus pour que le ver s'en écarte, est-ce que ça a été bien dosé? Est-ce que c'est bon pour vous? Et voilà, est-ce que ça a été bien? C'est pas seulement que c'est bien. Ça dit que vous pouvez prendre le même pesticide. Quelqu'un l'utilise bien, l'autre l'utilise mal. Quand on dit 1 mg dans 1 litre d'eau, l'autre il met 10 mg dans 1 litre d'eau, c'est pas la même chose. Celui qui en met 10 mg, il vous tue. Non seulement il tue le ver qui va manger ce concombre, mais il vous tue, vous qui consommez aussi. À petit feu. Parfois à grand feu aussi. Quand on parle de DDT, qui ne doit plus être utilisé, qui a été supprimé depuis, mais quelqu'un l'utilise clandestinement parce qu'il a une source pour amener ça du Ghana, mais c'est parce qu'il vous tue. Donc si le maïs est bien fait et tout, n'a pas de trou, et c'est parce qu'on a utilisé des DDT, je voudrais bien ne pas toucher à ça. Donc il y a l'État qui a son rôle, mais il y a nous aussi qui avons notre partition à jouer. Et c'est la conjonction de ces deux choses-là qui fait que Alors, il y a quelques réactions sur TikTok pour ceux qui nous suivent. Il y a un auditeur qui dit exactement, nous pouvons le faire chez nous et c'est bien sécurisé, parlant d'avoir des pots et mettre donc tous ces trucs là-dedans. Un autre qui dit, en cours commune, c'est difficile de produire soi-même. Il y a toujours des occasions, quand même en cours commune, on peut s'entendre avec les voisins pour pouvoir produire. C'est pas évident, Eric. Si ça peut nourrir tous ceux qui sont dans la maison, je ne vois pas qui sera contre ça. C'est pas évident. Pour que les uns les autres ne volent pas. Justement, ça c'est pas évident parce que ça peut être également source de conflit. Vous avez votre pot et puis vous réveillez le lendemain puis c'est vide. Vous ne savez à qui demander. Voyez-vous, il y a également tous ces paramètres-là qui entrent en jeu. Mais vous savez, sur une cour commune, il y a aussi des gens qui peuvent également s'entendre. Si une famille fait donc du piment vert, l'autre fait peut-être à démé. Et après, il y a le système de troc qui joue aussi, voyez-vous. Et ça nous poursuit depuis des années, ce système-là. Nous pouvons encore l'expérimenter si c'est une cour commune. Mais si c'est des gens comme Gérard, où ils ont quand même une belle maison avec quand même des espaces, vous pouvez aller chercher aussi... Moi, j'ai pas d'espace du tout. J'ai pas d'espace du tout. J'ai une petite cour là, avec ma baignoire là. À côté, j'ai planté 2 tiges d'aluma. Et dans la baignoire, il y a des mains. Et puis autour, j'ai mis quelques gombos. C'est bien. Voilà. Oui, ça c'est ça. Du piment aussi à côté. Mais parce que j'ai été élevé comme ça en fait. Moi je suis enfant de pauvre, on est 11 enfants, même père, même mère, vous imaginez, c'est une équipe de football. Bah oui. Il fallait se nourrir. Et curieusement, vous... 11 joueurs, oui, curieusement. Il fallait se nourrir. Et le chiffre parfait pour faire du foot. Bon, oui. Le papa c'était l'arbitre, disons. Qu'est-ce qu'on a fait? Il y avait quand même, 3 arbres de 3 palmiers. Oui. Vous savez, les palmiers, c'est toute l'année que ça produit. Oui, bien sûr. C'est toute l'année. Donc, vous avez toujours de la sauce, de sauce graine, comme disent les Ivoiriens. Et quand vous avez un peu de gouma, un peu d'aloma et tout cela, c'est terrible. Et moi, j'ai été toujours un enfant qui mange tout, tout ce que vous achetez aujourd'hui là, à Ngoto, tout ça là. Nous, on allait au campus, on ramassait, on dit, ah, mini azui. On dit, oui. C'était nous-mêmes les azui. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très connu, de très prisé, alors que nous, on a toujours mangé ça, on a été élevés dans ça. Et donc, parmi les 11, aucun n'est mort, on a tous grandi. Oui, c'est comme ça. Alors, comme dit un auditeur sur TikTok, la santé au moins est moins coûteuse que la maladie. Consommons le naturel de nos champs. Sortons de nos villes, dit l'auditeur. Il y a un autre qui nous dit, l'État togolais ne peut pas au moins une fois faire une opération de distribution du riz, tomates et huile dans les ménages, comme on le voit ailleurs, au Rwanda, au Kenya et autres. C'est une interrogation. En tout cas, ça nous amène à un débat que je vais aussi lancer sur le social. Nous avons un ministère à qui on a collé le nom du social. Ou bien on a oui, action sociale. Oui, action sociale. Ça rime à quoi? Ils font quoi finalement?
Je sais pas. Quand on voit des citoyens... Bon, je vais donner la parole à Elom là-dessus. Est-ce que je connais Oui, mais on se pose beaucoup de questions. L'action sociale consiste à quoi? Que quand il y a inondation ou quand il y a des cataclysmes et qu'on en vienne avec des nattes, du riz, c'est seulement ça? Parce que quand on voit dans d'autres pays, il y a le social, quoi. Nos frères, quand ils vont en Europe et tout ça, on sait ce que c'est que le social. Moi, je crois qu'il faut un jour peut-être inviter la ministre, professeur Zinsou Klassou, pour nous expliquer exactement. C'est docteur ou professeur, je ne sais plus, mais je sais que c'est docteur. Elle est docteur. Docteur Zinsou Klassou, pour qu'elle puisse venir. Comme son époux aussi. Voilà, comme son époux, pour qu'elle nous explique en réalité les nouvelles charges de son ministère, action sociale, promotion de la femme, et je crois que c'est ça, non? Oui, bien sûr. Action sociale, promotion de la femme. On va parler de promotion de l'action sociale. Oui, mais les deux portefeuille même, promotion de la femme, on en parle, oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour promouvoir la femme? Comment est-ce qu'on promeut la femme togolaise? Donc, à travers quel levier? Est-ce que c'est l'emploi? Parce que là, on a un défi criard de création d'emplois au Togo qu'on n'arrive pas à résoudre avec le secteur privé et l'État. Et est-ce que c'est au niveau du cinéma? Est-ce que c'est au niveau culturel? Est-ce que c'est au niveau du foyer? Comment est-ce qu'on promeut la femme togolaise? Et on voit au niveau de l'éducation comment on fait la promotion de la scolarisation de la jeune fille aujourd'hui. Mais au niveau même de l'État, comment est-ce qu'on fait de l'inclusion de la femme? C'est vrai que le Togo a pas mal de femmes au gouvernement, pas mal de femmes. Oui, pas mal de femmes à des postes de responsabilité, dont le Premier ministre, qui est femme. On avait une ancienne présidente de l'Assemblée nationale, femme aussi. Donc, comment est-ce qu'au niveau même du privé, au niveau de la création d'emplois, on intègre la femme? Maintenant, après l'action sociale, c'est vrai que quand on y en a inondation, cataclysme, événements malheureux, on voit le ministère de l'Action sociale qui vaut le secours des populations démunies ou des victimes pour apporter de l'aide, de l'assistance, etc. On voit également au niveau des réfugiés, voilà, ils sont au niveau de la coordination nationale de l'assistance aux réfugiés. On voit là, c'est beaucoup plus sur le volet international parce qu'il y a des soutiens. Ça ne passe que par le Togo. Oui, mais ça aussi, ça fait partie de l'action sociale. Ça fait partie de l'action sociale parce que le Sénat est sous l'autorité de l'action sociale, du ministère de l'action sociale. Donc, on voit aussi la main de l'action sociale. Quand on parle de trafic des enfants, trafic des migrants, etc., il y a aussi un volet action sociale dedans. Parce que quand les populations se meuvent, quand les populations bougent d'un territoire à l'autre, et c'est beaucoup plus un déplacement de personnes. Et donc la migration est intégrée, sauf la migration professionnelle qui relève du ressort du ministère du Travail. Okay. Donc, et l'action sociale couvre aussi ce volet. Mais l'action, en fait, les initiatives du ministère de l'action sociale sont beaucoup plus noyées, sinon invisibles sur le terrain, à moins qu'il y ait cataclysme ou événement malheureux, et on les voit. ou une inondation. Et on voit la ministre. S'il n'y a pas ça, on ne voit jamais la ministre. On ne sait pas. Quand on parle d'assistance aux réfugiés, aujourd'hui au Togo, on a pas mal de réfugiés qui sont là. On ne voit jamais l'action du ministère. Il va falloir peut-être faire une formation pour qu'on voit le responsable d'un pôle qui s'annonce, qui vient. On l'a vu avec l'ancienne ministre aussi, qui était moins visible sur le terrain, beaucoup plus dans son bureau. Et donc ça a appelé justement à ce que les gens demandent une réforme de ce ministère. Soit vous créez une institution. Un pôle. Oui, pas un ministère. Vous créez une institution où, je ne sais pas comment on l'avait appelé à l'époque, une coordination pour l'assistance sociale ou une aide sociale où les gens viennent véritablement poser leurs problèmes et l'État étudie comment il faut les aider. Oui. Vous comprenez? Parce qu'au niveau du CHU Sylvanus Olympio, il y a un bloc aide sociale. Oui, le volet, oui, si. Ou si vous avez un proche ou un parent qui est malade, qui est venu à l'hôpital, vous n'avez pas les moyens, quand vous tend une ordonnance de 30 000, 35 000, vous allez demander de l'aide. C'est juste au niveau de la pharmacie. Oui. Vous allez là-bas, vous avez 3 personnes qui vous posent des questions. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oui, pour s'assurer que vous n'êtes pas venu les entuber. Oui, voilà. Et après, de 35 000, vous pouvez passer à 15 000. Et c'est un aide sociale. Il arrive. Même moins, il arrive, oui. Si vous êtes vraiment démunis, ils analysent le cas. Mais séance tenante, ils vous font un rabais jusqu'à 15 000. Et donc, eux, ils prennent en charge la différence. Mais après, vous savez, ils n'ont jamais communiqué dessus parce que les gens viennent... Pour ne pas, effectivement, les gens qui viennent, tout le monde va dire que je n'ai pas d'agence, je n'ai pas de moyens, etc. Donc, il y a quand même différents pôles de déclinaison. Mais après... Moi, je ne travaille pas au ministère de l'Action sociale, je ne suis pas ministre de l'Action sociale, mais il faut que la responsable ou la ministre puisse véritablement communiquer davantage parce que ça fait quand même
plusieurs ministres qui se succèdent sans qu'on ne voit véritablement l'impact de ce ministère. Dédé Akouefa avait fait ce ministère aussi. Oui. Et depuis son départ, même sous elle, on n'avait pas senti quelque chose. Après, il y a eu d'autres qui sont arrivés, mais c'est un ministère qui se noie dans la masse. Parce que, comme je l'ai dit, on ne sait pas comment on fait la promotion de la femme. C'est vrai, on attend le 8 mars pour que le ministère vienne dire promotion de la femme. Et puis c'est tout. Après, on parle de la journée de la femme africaine. Le ministère se prononce et c'est fini. Mais sur le terrain, concrètement, il y a des initiatives sur lesquelles on attend le ministère. Mais il faut prendre le taureau par les cornes, aller discuter avec le secteur privé pour voir comment est-ce qu'ils font de l'intégration de la question du genre dans le recrutement, par exemple. Au niveau du sport, ils ont dit, aujourd'hui, au niveau de chaque fédération, vous avez 30% de femmes. C'est institué comme ça. Vous avez 30% de femmes sur les 100% dans votre bureau exécutif. Si vous n'avez pas ça, on ne reconnaît pas votre élection. Et donc, c'est institué sur le plan international, au niveau du CIO, que chaque comité exécutif du comité olympique doit avoir 30% de femmes en son sein, 70% d'hommes. Et donc, au niveau du Togo, qu'est-ce qu'on fait? On discute avec le patronat, les différentes branches du patronat. Est-ce que on va vers justement une amélioration? Est-ce qu'on va dire, oui, on discute avec vous, quel est le quota de femmes que vous recrutez, par exemple, dans votre entreprise ou au niveau du secteur privé? Si c'est 20%, ok, le ministère dit, on a fait passer le quota de 10 à 20%, à 25%, et d'ici 2030, on va atteindre 30%. Mais jusque-là, on n'a pas d'indicateur, on n'a rien. On clique promotion de la femme, on attend le 8 mars, on voit le pagne, le foulard et tout ce qui va avec. On va danser un peu, on rentre à la maison et puis la vie continue. On va revenir sur cette question des femmes, mais la question de l'action sociale aussi se pose quand on a vu des gens se ruer véritablement sur un riz qu'on a dit impropre à la consommation. On s'est dit, ça veut dire que des gens ont faim. Ça veut dire peut-être qu'il y en a beaucoup peut-être de nos concitoyens qui trouvent pas à manger ou qui trouvent difficilement à manger. Et donc, quand ils ont de ce genre d'informations, ils n'hésitent même pas, même si c'est sur des potoirs, pour aller chercher ces trucs-là. Alors, la question, et le ministère de l'Action sociale, ça veut dire que des gens ont des problèmes. Où sont-ils pour que quand on a des problèmes, qu'on aille vers eux? Vous savez, l'actuelle présidente du Parlement de la CEDEAO, Maimouna Touré Bahama, a occupé un ministère de l'Action sociale. Exactement, elle aussi. Avant de partir. Oui, bien sûr. Et si vous prenez donc les 3 derniers ministres qui ont occupé donc ce portefeuille de l'Action sociale, il n'y a véritablement rien donc à signaler. Rien. Il n'y a véritablement rien à signaler. Et vous allez donc dans les hôpitaux ici au CHU qui portent donc le nom du père de l'indépendance, Ivanus Olympio. Vous allez là, même avec des gens n'ont même pas 1000 francs pour acheter ne serait-ce que paracétamol, ils n'ont pas. Mais il y a des institutions dénommées Action sociale qui sont là. Mais ils font quoi? Si bien que certains sont même obligés parfois de fuir les centres. Oui, ça arrive très souvent. Oui, on a écouté ce genre d'histoire. Oui, de fuir des centres faute de moyens pour payer, vous voyez. Et sur des années, ce ministère n'est qu'un décor. Et puis bon, même ceux qui ont souvent donc ce portefeuille aussi sont presque invisibles. On ne les voit qu'au Conseil des ministres, si on a les images et après, bon, voilà quoi, ils disparaissent. Et sur la décennie, on ne sent pas cette action sociale. Vous sortez la nuit sur les boulevards, vous voyez donc des enfants en situation de rue. Oui. Mais qui sont là, qui abondent. Mais quelle est l'initiative, le projet formulé donc pour ces jeunes-là? Parfois, certains, parce que ils ont perdu trop tôt leurs parents, ou c'est la marâtre qui ne veut pas les voir et tout ça, ils sont obligés de fuir la maison. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont dans les feux tricolores en train de mendier. Vous n'avez pas vu ce phénomène-là? Et ces jeunes-là, ces enfants deviennent aussi des dangers. C'est de potentiels candidats à l'extrémisme violent. Bah oui, on peut. C'est l'action sociale. On peut venir donc les faire miroiter des choses pour les enrouler. Et ils deviennent des dangers pour la République. Parce qu'ils n'ont pas aimé le pays. Ils n'ont pas. Oui, il y a ce manque-là. On n'a pas su donc leur témoigner de l'amour. Parce qu'ils se retrouvent fortuitement en situation de rue et personne n'en parle d'eux. Alors s'ils trouvent les moyens, si c'est pour être candidat peut-être à un quelconque diade, bon, entre guillemets, bon, ils sont preneurs. Voyez-vous, donc il y a tellement donc de choses au sein donc de la République, ainsi bien qu'on ne voit pas ce ministère-là. Au temps du Covid, on a acheté donc du riz pour le Togo. Oui. Quelque chose de près de 2 milliards. Oui, vous avez eu un bol.
Moi? Oui. Non. Non. Non, mais pourtant, donc ce riz, c'est pour le Togo. On l'a acheté pour le Togo. Est-ce que vous avez vu une opération où on a distribué ce riz-là à des Togolais? Si bien qu'aujourd'hui, quand ils en trouvent donc, sur un dépotoir, ils se disent, ah bon, voilà quoi. C'était notre riz donc, de Covid, donc allons le chercher. Vous voyez? Donc, il y a tellement donc, de choses pour ce ministère-là. Je crois que c'est un décor. Oui, on veut peut-être avoir une femme pour avoir donc, le quota. Et bon, on sera premier partout, premier sur tous les indicateurs, on est premier, mais bon, finalement... Et puis, ce que je vais dire, en 2 minutes, oui. Ce n'est pas, donne la parole à Gérard. Ce n'est pas forcément une femme qu'il faut mettre à la tête du ministère de la promotion de la femme pour faire la promotion de la femme. Je suis désolé. C'est pas une question, on peut estimer que les femmes, qui de mieux pour parler d'elles qu'elles-mêmes? Mais c'est pas ça. En fait, vous savez, aujourd'hui, il y a des hommes qui font mieux la promotion de la femme que les femmes elles-mêmes. Oui, quand vous prenez par exemple aujourd'hui... Des hommes efféminés ou quoi? Non, pas ça, mais quand vous prenez par exemple aujourd'hui dans un contexte beaucoup plus... je parlais du sport, oui. Mais au niveau international, c'est des hommes qui font la promotion de la femme. Quand vous prenez les Jeux de Paris, c'était les Jeux paritaires, mais c'est les hommes qui étaient en commande. Mais ils ont veillé à ce que la parité soit stricte, 50-50. Donc, c'est pas... La gouvernance mondiale aujourd'hui n'impose pas forcément la femme pour faire la promotion de la femme. Mais on a l'impression qu'au Togo, on est moulé comme ça. Et comme c'est promotion de la femme, il faut nous trouver une femme. On ne peut pas aussi atteindre des objectifs comme ça. C'est vrai que la femme, elle a beaucoup plus d'aptitude que les hommes en termes d'émotion, en termes de... Il y a toujours un fil avec la famille, etc. Mais en réalité, je crois quand même qu'à un moment donné, il faut essayer aussi un homme, peut-être à l'action sociale, pour voir ce que ça donne. Regardez tous ces enfants en situation de rue aujourd'hui. Et regardez tous ces enfants. Ça passe par quoi? Ils sont nombreux dans le feu rouge. On les renvoie, ils reviennent le lendemain, 2 jours après, ils reviennent. Dans les communes, on sort des communiqués, mais ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème. Et aujourd'hui, la commune Goff 1 pour venir dans d'autres communes. Commune Goff 4. Oui. Parce qu'on les a cherchés de là. On a plusieurs communes. Donc aujourd'hui, il faut faire de la sensibilisation. Sensibilisation d'abord au niveau de la famille, parce que les parents ont d'abord démissionné de leurs responsabilités. Il faut beaucoup plus d'éducation. Il y a beaucoup de familles monoparentales aujourd'hui. Oui. Vous voyez, des mères célibataires. Mais il faut faire de la sensibilisation à outrance. Parler, communiquer, sensibiliser sur ce phénomène-là pour que les gens sachent qu'il y a un danger vraiment. Et après, quand les enfants sont là, ils ne trouvent pas manger, ils sont dans la rue. Ils sont dans les feux tricolores. Mais il y a des choses qui se passent dans le pays, vous comprenez. Il y a des familles qui vivent dans des situations terribles. Vous savez, il y a des enfants... La dernière fois, on nous a raconté une histoire, mais la famille, c'est une famille qui a des enfants, d'accord? Et papa n'est pas là, ou bien papa et la maman est là, mais les enfants vont à l'école à tour de rôle. Si tu fais le CP1 cette année, si tu passes au CP2, tu restes à la maison, ton frère va commencer la classe qui... Où ça? Mais au Togo, ici, dans des familles, je vous raconte pas ma vie. Je vous dis quelque chose qui est vrai. L'enfant est au CM1, d'accord? Il va au CM2. Il a au CM2, mais papa dit, ou la famille dit, je n'ai pas les moyens de te garantir le CM2. Reste à la maison, c'est le tour de ton petit frère. Il passe du C1 je vous raconte des choses vraies. Il va faire un stage, quoi. Oui, mais il reste à la maison pendant 1 an pour aider sa famille au champ. Et c'est le tour du petit frère, parce qu'il ne peut payer que la scolarité d'une personne par an. C'est des choses réelles dans le pays. Vous comprenez? C'est des choses... Non, ce que je vous dis, c'est réel. J'ai jamais entendu parler de ça. Eric, je te dis que c'est vrai ce que je te dis. Et si tu veux, c'est notre pasteur qui nous l'a raconté à l'église. Et il a été abordé par la famille en question, l'enfant en question. Vous comprenez ça? Mais ça fait pleurer. Aller à l'école à tout de rôle. Je te dis que ça fait pleurer. Dans ce pays. Et on est en pleine capitale. On est à Lomé. Ça se passe à Lomé? À Lomé ici, Eric. Vous comprenez? Mais il y a des gens qui vivent des choses, mais ils ne vous les disent même pas. Vous n'avez pas idée de ce que les gens vivent. Et donc, quand on dit action sociale, vous comprenez? C'est pourquoi des fois, quand on a en face de nous des autorités, des ministres et tout ça, ils ne connaissent pas en réalité ce qui se passe dans les familles. C'est vrai que les gens ne vont pas venir aussi vous raconter toute leur vie. Oui. Mais il faut descendre aussi sur le terrain, aller dans les hameaux, aller dans les familles, se mettre au niveau des gens. Vous allez comprendre. Il ne suffit pas de mettre des directeurs des pôles. Eux, ils se contentent de leurs frais de mission. C'est tout ce qui les intéresse. Mais à part ça, il y a des problèmes réels. La crise migratoire aujourd'hui. Mais qui s'en charge? Qui s'en fiche encore aujourd'hui? Mais les jeunes s'en vont. Les jeunes s'en vont. La filière du Burkina aujourd'hui, où on dit, bon, donne 2 millions, tu vas aller. Aujourd'hui, c'est l'Irlande. 2 500 000.
Mais comment est-ce que les jeunes sont pris? Il y a 2 personnes. Il y a des gens qui sont sur le terrain, mais là, encore une fois, moi, c'est pas mon rôle. Je fais au niveau de notre... Bon, je travaille sur la migration depuis 2015. Oui. Mais quand on regarde des choses, on entend des choses, on se dit, mais qu'à un moment donné, l'État démissionne. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans le pays. Mais les gens, c'est pas aujourd'hui que ça se passe. L'État est au courant, on fait ceci, on fait cela, on accompagne les gens, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut rencontrer les gens, mettre en place des services organisés pour pouvoir véritablement impacter, parce que le ministère de l'Action sociale, sans vous mentir, c'est une coquille vide. Vous avez dit, hein, la question de la migration, c'est un vrai problème aussi. On est en octobre. Vous savez ce que c'est? Octobre? C'est octobre rose, je sais. Non, c'est le Tourivisa. Oui, mais... Est-ce pas, Gérard, un commentaire et puis on passe à un autre sujet. Je crois qu'on doit revenir sur ce sujet parce qu'on a interdit en fait aux militaires. Attends, on va en parler. Je donne la parole à Gérard d'abord. Moi je connais un monsieur, il est ingénieur, il a 76 ans. L'année dernière, il a joué encore l'autovisa parce que tu as quitté quoi. On lui a 76 ans. On lui a dit sorry, you are not selected encore. Ouais, un peu, il était vraiment à terre. Hein. Mais ça veut dire que les gens veulent partir. En tout cas, c'est le problème dont on parlait tout à l'heure. La question quand on va à l'école à tour de rôle, déjà dans les lycées, il y a des élèves qui vont au cours le matin et un autre groupe le soir. Oui, parce donc on ne peut pas dire que l'autorité ne sait pas qu'il y a pénurie, insuffisance, il y a une situation. Non, c'est 2 sujets bien différents. Je sais. Mais déjà que le fait qu'on est obligé des gens, et un groupe à aller le matin, un groupe le soir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque. Le personnel, les classes, les écoles et tout. Nous, en notre temps, vous allez à l'école, vous tous, vous connaissez. Oui, on va à l'école le matin, le soir, soit on n'a pas cours, bien, voilà quoi. Mais on ne se partageait pas les classes. Et quand vous faites des séries, par exemple la série A, il y a ceux qui font l'allemand et ceux qui font l'espagnol et vous ne partagez pas les mêmes classes. Aujourd'hui, on vous dit, ceux qui font l'allemand, sortez parce qu'on veut faire l'espagnol. Ceux qui font l'espagnol, sortez parce qu'on veut faire l'allemand. Donc tout ça, là, ça dénote déjà d'une certaine pénurie. Donc ça, c'était juste pour planter le décor. Maintenant, pour le ministère de l'Affaires sociales, de l'action sociale, je crois quand même que il faut différencier un peu les choses. En tout cas, le ministère de l'Action sociale s'occupe des plus déshérités dans une société. C'est comme ça, moi, je comprends la chose. Les plus déshérités. Dans toute société, il y a des déshérités. Vous allez en France, il y a les clochards, il y a des pauvres, il y a ceci, il y a cela. C'est là où le ministère de l'Action sociale doit intervenir pour voir qui c'est qui a besoin de l'aide de l'État. C'est pour ça qu'on donne par exemple l'allocation chômage. Tout ça s'inscrit dans le cadre de l'action sociale. Maintenant au Togo, quand vous faites bien l'attention, c'est que le ministère de la protection civile a tellement pompé les initiatives de ce ministère des Actions sociales que on peut vraiment le qualifier de coquille vide. Parce que la protection sociale intervient à chaque fois. Et quand ce n'est pas la protection civile qui intervient, c'est des trucs comme FNFI, c'est des trucs comme Novici. Et voilà, donc c'est des initiatives parallèles qui se sont tellement organisées autour de ce ministère que finalement, le ministre se dit, qu'est-ce que moi j'ai encore à faire? Le temps d'agir, l'initiative Novici, on pouvait la confier au ministère de l'Action sociale. Je crois que c'était dans le cadre de l'inclusion financière, à peu près. Oui. Donc FNFI, tout ça là. Donc c'est un ministère qu'on a vidé exprès, moi je crois. Tout simplement. Exprès, oui, ou bien par accident, je ne sais pas. En tout cas, le fonctionnement du gouvernement a fait que ce ministère-là n'a plus grand-chose à faire. Bon, maintenant, moi je vois que le vrai problème, c'est la pauvreté dans ce pays. Le vrai problème, c'est, je l'avais dit, comment faire pour créer de la richesse. On a beau critiquer le gouvernement, il y a des enfants qui sont feux rouges, il y a ceci, il y a cela. Mais quand il n'y a pas la création de richesse, vous voulez qu'on fasse quoi? Ça dit que vous accusez un père de ne pas nourrir ses enfants. D'accord. Il est agriculteur, mais il n'a pas plu. Il n'y a pas la pluie, il n'y a pas l'irrigation, il n'y a rien. Vous voulez qu'il fasse quoi? À moins que vous trouvez un moyen de faire, par exemple, de la culture sous serre, quelque chose comme ça pour pouvoir quand même produire des aliments. Donc, le problème du Togo, c'est que nous ne produisons pas assez de richesses. Et comment faire pour produire assez de richesses? Moi, je crois que d'abord, il faut libérer l'homme, parce que c'est
le génie qui crée la richesse, ce qu'on refuse obstinément de faire au Togo, c'est-à-dire qu'on veut que vous restiez sous la domination d'un régime, d'un système, vous n'êtes pas libre et maintenant, travaillez, on va voir, créez, soyez des gens géniaux, inventez des choses, mais tout en vous privant de votre liberté. Moi, je trouve une parfaite contradiction. Le problème du Togo consistera, la résolution du problème du Togo va devoir consister d'abord à libérer le Togolais, qu'on devienne des gens comme les Ibo là, les Nigériens, des gens qui vous le voyez, sont truculents, ils cherchent, ils ne veulent jamais être la queue, ils veulent toujours être la tête. Tellement qu'en prison, même il paraît que c'est les Ibo qui règnent là-bas. Hein. Ils disent au Togo, mais prends-moi ça, fais ceci. Ouais, c'est eux qui commandent les Togolais, même en prison, au Togo ici. Ouais, donc c'est ça, il faut libérer le Togolais parce que le Togolais, il est sclérosé. C'est comme une poule à laquelle on a attaché les ailes et les pattes. Et bien, on lui et comme dit un auditeur sur TikTok, pendant que les Togolais se plaignent, les étrangers viennent s'enrichir au Togo. Qu'est-ce à dire? C'est normal. Regardez un Libanais, regardez un Indien, regardez un Pakistanais, regardez un Nigérien agir, regardez les Maliens et les Nigériens. Mais c'est des gens qui sont, comment on dit là, ils sont... Donc c'est la faute aux Togolais. C'est pas la faute aux Togolais. Le Togolais subit quelque chose qui le rend timide, qui le rend inefficace, qui le rend peureux. Voilà. Et dans la peur, on ne peut pas y inventer grand-chose. Celui qui a peur ne peut pas... Ça veut dire que la peur est l'ennemi numéro 1 de l'inventivité. Mais il y a des gens qui croient qu'en envoyant des miliciens frapper des gens, en faisant ceci, en faisant cela, tout, mais le pays peut quand même marcher. C'est une parfaite contradiction. Ça ne marchera jamais. C'est comme un élève, vous lui dites, amène ton cahier, tu prends un bâton, on va faire les mathématiques. Et il ne sera jamais un bon élève en mathématiques parce que tu lui fais peur d'abord. On ne peut pas faire peur à l'élève et après lui demander d'être un élève assez créatif et tout ça. Ou bien vous voulez lui apprendre le dessin et c'est avec le bâton. Oh, le dessin, tout le monde sait que c'est la créativité d'abord. Oui, bien sûr. Il faut que la personne soit libre dans sa tête. Et voilà, quoi, c'est ça qu'on nous demande de faire. Alors, Sylvestre, un mot. Et on marque une pause, on revient juste après. Non, je voulais en fait revenir sur cette question de l'autorivisa parce qu'aujourd'hui, tout le monde en joue, même les chefs cantons jouent cela, ne serait-ce pour quitter le pays. Mais ma question, c'est une question. Aujourd'hui, il est demandé donc aux militaires de ne plus jouer l'auto-benzé et tout. Il y a même un communiqué qui est sorti. Voilà. Est-ce qu'ils peuvent quand même jouer l'autorivisa? Vous me posez la question à moi? C'est une question. C'est une question parce qu'aujourd'hui, ça devient difficile un peu pour tout le monde. Parce que j'ai eu dit qu'il y a un qui a joué l'autorivisa. Mais je ne sais pas si... Avec quel passeport? Il veut. Non, aujourd'hui, je crois que ce n'est plus obligatoire. Avant, entre-temps, je crois qu'il y a 2 ans, on exigeait le passeport. Mais je vois maintenant sur les affiches, on dit même sans passeport, vous pouvez jouer. Donc, le visa va rester où? Non, ça veut dire que lorsque vous aurez gagné, vous aurez là. Vous aurez fait le passeport si vous ne l'avez pas en ce moment-là. Non, les militaires, est-ce qu'ils ont les mêmes passeports que nous facilement? Les mêmes passeports, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Bon, leur carte d'identité est je pense que le passeport aussi, parce qu'eux ne peuvent pas voyager comme nous. Et puis vous ne pouvez pas être militaire puis débarquer avec un passeport normal dans un autre pays. Un militaire se signale. Non. Je suis en voyage. Le passeport des corps habillés, c'est comme nos passeports. C'est sûr. Oui, si. Okay. Je me rappelle, j'ai un ami qui a un passeport normal. Voilà. Il a fait ça lui-même là-bas. Là, certains seront tentés de jouer l'autorivisa au cas où ça sort. Est-ce que ça pose problème de jouer l'autorivisa pour le militaire? Non, pas forcément pour le militaire. Non, de façon générale. Non, aucunement. Parce que j'ai vu beaucoup de gens s'en plaindre à peu près. Non, aucunement. Vous savez, aujourd'hui, il faut dire les choses telles quelles. Hein. L'avenir ne rassure pas au pays. Ça dit les choses telles quelles. L'horizon ne rassure pas. Donc si aujourd'hui certains pensent que c'est jouer l'autorivisa et aller prendre peut-être green card et quitter le pays, je ne vais pas quand même les obliger à rester au pays. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que les jeunes là que nous envoyons avec des bourses, mais ils finissent, ils deviennent quoi? Ils reviennent, il y a des gens qui font des spécialités, ils reviennent, il n'y a pas cette spécialité ici, ils font quoi? Alors, bon, s'ils trouvent ailleurs, ils peuvent peut-être servir dans d'autres pays, pourvu qu'ils puissent envoyer quelques billets de 1000 à leur famille et tout ça. Ça participe également à l'économie nationale. Monsieur, merci beaucoup. Il est 12h sur la radio. Marque une pause, on revient juste après. Taxi FM, la seule radio d'information continue.
Tout de suite, la pub. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas, Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas, Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Devinette Momo, qu'est-ce qu'on gagne quand on dépense moins? La gloire! Presque! Ce sont les économies. Les économies qu'on fait avec la fibre de Canal Box. En payant une seule fois par mois ta connexion illimitée pour toute la famille, c'est moins cher que toutes les recharges que vous faites tous dans le mois. Magnifique! Canal Box, profitez d'une connexion illimitée et ultra rapide pour toute la maison. À partir de 15 000 francs CFA par mois. Rendez-vous en boutique Canal Plus ou contactez votre vendeur Canal Box pour rejoindre l'univers illimité de la fibre. Créé par l'Association professionnelle des banques du Togo et reconnu pour son label de qualité depuis plus de 40 ans, le Centre de formation bancaire du Togo, CFBT, développe une expertise unique de formation à l'endroit des professionnels et des étudiants. Facilitez votre insertion professionnelle. Prenez l'ascenseur social du CFBT en rejoignant notre prestigieux Cénacle pour préparer votre licence et master professionnel en finance, banque et assurance. Renseignements 90 15 31 70. CFBT, nous formons aujourd'hui le banquier de demain. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Merci pour votre fidélité à la radio. Génial Taxi FM Lobé. Nous sommes à la gare routière de l'information avec Elomati Sogbe, Gérard Ouissan et Sylvestre Béni. Et je voudrais qu'on place un mot rapide. Ou bien, Elom, vous voulez placer le visa? Oh oui, l'autorivisa. Bon, vous savez, la question de l'autorivisa, moi je crois que c'est l'un des programmes qui est très apprécié sur le continent. Et bon, la dernière fois, quelqu'un qui me disait qu'on peut jouer ça depuis les États-Unis aussi, si vous avez de la famille là-bas. Bien sûr. Et donc, bon, moi j'ai jamais joué, je sais pas comment ça se passe, mais je vois qu'il y a des gens. Déjà en joue. Oui, mais Gérard, mais la dernière fois, il y a, comme Gérard l'a dit, et quelqu'un m'a dit que oui, il y a une personne âgée avec sa femme qui ont joué, qui sont partis. J'ai 65 ans. Je dis, mais quel âge? J'ai dit 65 ans. Il a une maison ici, il a ses enfants. Il dit, moi, j'ai joué le visage, je m'en vais, je vais aux États-Unis avec madame. Et les enfants sont là, la maison est là et tout, et il est parti. J'ai trouvé ça extraordinaire. On peut dire que, vous savez, il y a de ces histoires qui sont quand même bizarres, et cette histoire de loterie visa, il y a beaucoup de jeunes qui jouent chaque année, chacun tente sa chance. Bon, on ne peut pas interdire à quelqu'un de jouer à la loterie visa ou de quitter son territoire. Chaque personne reconnue, ou bien chaque personne qui est quand même mais fondamentalement, est-ce que ça ne pose pas de problème? Quel problème? Est-ce que c'est pas révélateur d'une situation que vivent les populations quand chaque année 2000 jeunes quittent le territoire pour se chercher ailleurs?
Oui, mais ça c'est clair, ce débat on va pas le refaire. Oui, on va le refaire. Oui, mais d'abord les droits de l'homme. Si vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme, chaque individu est libre de s'installer partout dans le monde sur le territoire de son choix. Bien sûr, bon, ça c'est universel. Donc bon, maintenant si quelqu'un joue à la loterie Visa, il veut aller ailleurs, il veut aller pour des raisons, parce que quand quelqu'un veut partir de son territoire, veut quitter son territoire, il faut lui demander pour quelle raison. Et au Togo, quand vous posez la question aux gens, ils vous disent on n'a pas d'emploi. Problème économique. Voilà. Les migrants, beaucoup plus ceux qui quittent le Togo, la première raison c'est la migration professionnelle. C'est-à-dire quittent pour aller chercher du boulot. Même les domestiques, elles vont au Gabon, elles vont au Bénin, elles vont au Koweït, c'est pour faire quoi? C'est pour les raisons de travail. Donc quand à un moment donné, pas tous, hein, mais la majorité de jeunes qui quittent aujourd'hui, c'est pour des raisons de travail. C'est beaucoup plus là. Ceux qui quittent la migration, parce qu'il y a différentes formes de migration. Oui, mais aujourd'hui, pour la question de la loterie Visa, on souhaite bonne chance à ceux qui vont jouer. Et maintenant, après, je ne sais pas comment ça se passe. On parle de green card, conditions d'accueil et tout, financement. C'est vrai que j'ai appris également que si vous n'avez pas le passeport, vous ne pouvez pas jouer cette année. Mais il y a d'autres qui disent que non, vous pouvez jouer en attendant de faire. Mais je crois quand même qu'il y a une information qui circule comme quoi si vous n'avez pas le passeport, c'est pas mieux de tenter parce qu'il faut scanner le passeport, il faut mettre ça dans le système pour qu'on sache que oui, vous avez un passeport à jour et tout. Bon, après, moi, je ne maîtrise pas trop comment ça se passe. Ça, on va demander à l'ambassade. Alors, en tout cas, ceux qui jouent, qui vont jouer, ils ont plus d'informations que nous des fois là-dessus. Donc, du coup, le problème ne se pose pas. Sylvestre, il a aux informations. Oui, justement. Peut-être avant la fin de l'émission, oui, Gérard. Non, juste une petite anecdote. Quelqu'un de ma famille, un jeune qui a eu son bac à 19 ans, il voulait faire la médecine. On lui dit non, que son dossier, après étude de dossier, n'est pas très malin. Après, il a voulu faire l'INSI, l'école des ingénieurs. Là, on lui dit non, là non plus, il n'est pas qualifié. Alors le jeune, un peu révolté, dit que lui, il ne va plus aller à l'école. À 18 ans, il traînait dans le quartier, a joué au football, tout ça. Il a joué au loto Visa, il a réussi. Vous savez ce qu'il a été après 3 ans à peine? Non. En tout cas, actuellement, il travaille aux entreprises Boeing. Il est ingénieur électricien à Boeing. Comment ça? Ça dit qu'il n'a même pas encore terminé ses études quand l'avionneur a écrit à son université, vraiment ce jeune-là, je le veux. Avant même la fin de ses études. Alors, on l'a engagé, on lui dit, mais monsieur, on est tenté de vous insérer dans un département où il y a les secrets de l'entreprise. Et vous renoncez à la nationalité togolaise. Il s'est permis de dire, donnez-moi 2 mois de congé, je vais aller au pays pour réfléchir. Il est revenu, on a bien bu, on s'est bien amusé. Il dit, bon d'accord, donnez-moi la nationalité. Aujourd'hui, il est un grand de Boeing. C'est même monsieur qui n'a pas encore 30 ans. Il a à peine... Il a à peine 30 ans. C'est comme ça que nous perdons nos ressources humaines. Ça, c'est pas une histoire de obé. Je connais la personne. La fois quand il revient, il m'amène de petits cadeaux de temps en temps. Et c'est une réalité. Et imaginez, vous avez parlé tout à l'heure de 2000 personnes qui s'en vont chaque année. Il y a chaque... il y a la liste qui est... Mais vous n'imaginez pas tous ceux qui partent au Mali, au Niger, au Ghana, au Bénin, le Togolais. Ouais. La dernière fois, il y a quelqu'un qui a été pris en otage quelque part vers le Mali par les djihadistes là. Il me dit, mais qui sont arrivés dans un village là, que tout le monde, beaucoup de gens qui parlaient kabyle dans ce village, des femmes et tout ça, des filles. Ouais. Et donc, voilà quoi. Donc, ça veut dire que le Togolais, il s'expatrie. Pour des raisons, d'abord, des raisons financières, mais aussi des raisons d'envie de vivre autre chose, d'être un peu heureux. D'être dans un pays où vraiment on a moins peur, on est moins menacé, on a des activités, on vit quoi. Et la preuve, il fut une année, quelqu'un qui travaillait dans une banque, il a laissé son travail pour aller aux États-Unis. Tout le monde a dit, il est bête et tout. Non, moi je ne trouve pas que c'est bête. Oui, justement, il y a un auditeur sur TikTok qui dit, quand un Togolais démissionne d'une banque, vous parlez, et puis ça tombe pique, un Togolais démissionne d'une banque pour immigrer aux États-Unis, a d'autres raisons que l'emploi. Et ça, c'est évident. Il a d'autres raisons que ça dit que les gens pensent souvent qu'on vit seulement de pain. Il suffit de se remplir la panse et puis c'est tout. Forcément. Non. L'être humain veut voir autre chose. Il veut voir des espaces verts, être à côté d'un métro, se faire photographier, rencontrer la police qui est polie avec vous. Bonjour monsieur, vos papiers s'il vous plaît. Et ne pas rencontrer, je vous gifle tout à l'heure. Donc, des trucs comme ça. Il veut vivre quelque chose d'autre avant de crever, avant de mourir.
Et donc, il est prêt à sacrifier plein de choses, mais pour vivre au moins un laps de temps d'une vie assez merveilleuse, puisque la vie est limitée dans le temps, malheureusement, on veut quand même vivre, savourer la vie avant de partir, pas seulement vivre sous la contrainte, sous la menace, sous des trucs comme ça, des mensonges, tout, quoi. C'est terrible. Et donc, moi, je donne raison à ceux-là qui s'expatrient, mais au même moment, j'aurais souhaité vraiment que ce pays puisse garder les jeunes talentueux, mais pour que dans quelques années, ce pays soit autrement, quoi. Et comme dit donc un auditeur toujours sur TikTok, aujourd'hui les raisons sont au-delà des raisons économiques. Les gens ont démissionné même de l'OTA, dit donc à un autre auditeur. Et nous allons parler maintenant de politique. Politique dans quel sens, vous savez qu'il y a des pays qui vivent exclusivement d'immigration. Oui, le Liban par exemple. Le Liban, le Cap-Vert. Oui, Cap-Vert. Tous ils vont tous au Portugal, Sao Tomé et Principe. Oui, c'est des gens qui ont vécu longtemps d'immigration et maintenant ils ont trouvé le moyen de développer le tourisme et plein de choses pour que leur pays évolue, et ils font maintenant l'immigration à l'envers. Ils reviennent de l'Europe et de tous ces pays pour s'installer chez eux. Oui, chacun choisit, quoi. Alors, la Tunisie, c'est pareil. Les avantages de la migration. Oui, bien sûr. Même le Canada aujourd'hui. Ouais, le Canada, à un moment donné, ils ont ouvert les frontières. Oui, bien sûr. Et tout le monde est rentré dedans jusqu'à ce qu'ils ne referment maintenant. Ça ferme maintenant le Canada? Oui, actuellement, ils sont. Le Canada, ça ferme? Oui, ils sont en train de fermer parce qu'ils sont trop pleins maintenant. C'est bon. Ah bon? Ils n'ont qu'à laisser ouvert. Ça crée un problème politique chez eux parce que politiquement ils disent que ils sont quand même envahis par beaucoup de personnes dont ils ne maîtrisent pas en vérité le profil, le parcours, etc. Et ils ont un peu comme ça se passe en France, vous comprenez, où vous avez Paris, où ces temps-ci ils ont fermé la frontière. Oui, voilà, où vous avez Paris où il y a trop plein d'Africains, voyez, donc en réalité ça pose un problème politique aussi. Alors que les Canadiens, c'est ça, quand même. Mais les Canadiens eux-mêmes à Paris, à Marseille, voilà quoi. Comment? Mais il faut noter que les Canadiens eux-mêmes c'est des envahisseurs, hein. C'est pas leur pays, c'est des Européens. Ils ont quitté, ils ont vu les Indiens d'Amérique là-bas, ils les ont envahis, ils se sont installés. Maintenant, ils craignent les étrangers, alors qu'ils sont des étrangers. Ouais, le monde est un peu bizarre. Ils parlent toujours de grands remplacements, on veut remplacer les populations, alors qu'eux-mêmes, ils ont fait ce grand remplacement. Alors, on parle juste un mot politique, avant de donner la parole donc, aux auditeurs pour leur réaction. On était ici il n'y a pas longtemps, on a vu qu'il y a, je crois, le Front touche à ma constitution qui voulait faire une conférence de presse au siège de l'ADI. Et ils ont reçu la visite donc, de la police. Une visite chaleureuse. Oui, une visite, enfin, bon, voilà. C'est pas si c'est chaleureuse, mais une visite de la police. Et puis, il y a eu une semaine, une réunion au siège de la CDP également. On a vu comment ça s'est achevé. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, est-ce que nous sommes en train d'aller finalement vers, après avoir écouté aussi les autorités, on a écouté la police, la ministre de la communication, est-ce que nous sommes en train de nous diriger directement vers donc, une demande d'autorisation pour des réunions politiques au siège des partis politiques? Dans ce cas, il faudrait qu'on change le code. Parce que pour l'heure, les dispositions qui réglementent les manifestations pacifiques publiques, il n'y a pas à demander aux organisateurs d'avoir une autorisation de l'État. Il suffit juste d'informer l'autorité que oui, vous allez organiser telle manifestation ici à telle heure, vous donnez toutes les informations possibles. Et il revient à l'autorité d'analyser cela et sous 72 heures de vous donner donc... Même au siège de votre propre parti politique? Non, en réalité, je crois qu'aujourd'hui il y a un abus. Il y a un abus parce que tout parti politique légalement constitué doit faire ses activités sans demander à l'État, ou sans informer l'État togolais. C'est un siège, le parti est légalement constitué, quitte à eux donc d'organiser les manifestations. Maintenant, si ça doit déborder le cadre du siège, là ça devient une manifestation pacifique publique. Là, il faut informer l'État. Mais tout ce que nous voyons depuis un moment où le ministre interdit les manifestations, je crois que il y a un abus. Il y a un abus. Le parti au pouvoir a toujours organisé des manifestations. Et jamais nous n'avons entendu qu'un meeting ou une manifestation du pouvoir a été interdite. Mais quand il s'agit de l'opposition, on trouve donc des alibis, on trouve toujours des arguments pour les interdire. Vous informez l'autorité que vous allez faire une manifestation. Maintenant, il revient à l'autorité de faire des observations. Et dans les dispositions, il est prévu, je crois que c'est l'article 13 qui demande donc
à l'autorité de se déplacer et aller sur le site et voir si cela est susceptible donc de troubler l'ordre public. Et dans ce cas, il vous notifie cela, et il fait des observations et demande peut-être aux organisateurs, mais changer de lieu, du fait donc d'un certain nombre de choses, changer de lieu. Mais il ne revient pas à l'autorité d'interdire. Donc tout ce que nous voyons depuis un moment, je dis, c'est de l'abus. C'est de l'abus, c'est presque une brimade politique, si vous voulez. Oui, c'est une brimade politique parce que, vous savez, on nous a appris à l'école que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Et ceux qui se considèrent toujours forts interdisent donc aux faibles. C'est ça, c'est une brimade politique que nous voyons depuis un moment. Et c'est ce que nous avons même vu le dimanche, le 29 septembre dernier, où la CDPA qui devait organiser, du moins la DMP, qui doit organiser une manifestation au siège de la CDPA, la rencontre est infiltrée, et vous avez vu ce qui s'est passé. Oui, bien sûr. Et selon donc la CEDEAO qui dit aux députés qui a participé à la rencontre que la manifestation est interdite. Mais jusqu'à personne ne nous a montré, nous sommes des journalistes, nous travaillons sur des faits, personne ne nous a montré un seul papier qui interdisait la rencontre du 29 septembre. Personne. Alors, Elom, quel commentaire vous faites de ça, ou quelle analyse vous pouvez en faire aujourd'hui? Non, je crois quand même qu'à un moment donné, il faut que le problème se pose véritablement au CPC également, parce que au CPC, il y a beaucoup de choses. Ça parle pas beaucoup quand même au niveau du CPC. Oui, mais vous pouvez pas aussi avoir un cadre permanent de concertation, de discussion, et qui n'est pas des sujets comme ce qui se passe actuellement. Vous posez le problème. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on empêche les réunions? Pourquoi est-ce qu'on empêche les manifestations? Ça doit faire l'objet d'un débat au sein du CPC pour que les observations se fassent au niveau des partis politiques. Aujourd'hui, c'est M. Yassona qui préside le CPC. Je crois quand même que la prochaine réunion doit inscrire à l'ordre du jour ce sujet-là pour permettre aux gens de savoir ce qui se passe, parce qu'on est dans un pays où les libertés individuelles et collectives doivent être respectées. C'est ce que la loi dit. Bon, maintenant, si on constate que oui, il y a de ces problèmes-là avec la loi Bojona révisée, il faut que les gens puissent véritablement reprendre la loi Bojona révisée pour dire oui, voilà, au niveau de tel parti, tel article, voilà ce que la loi dit, et nous avons respecté tous les articles de cette loi-là, et malgré cela, on nous dit on doit quand même nous donner l'autorisation, ce qui n'est pas quand même normal. Donc, il faudrait qu'on puisse en discuter. Et donc, si on n'a pas assez passerelle de discussion, ça va être compliqué. Parce que là, on va aller vers l'épreuve de force, ce qui n'est pas souhaitable. Et pour ces partis qui veulent organiser des manifestations, des réunions, et l'autorité de l'État qui va déployer la puissance à travers les forces de l'ordre et de sécurité. Donc aujourd'hui, clairement, il faut aller vers un dialogue. Et le dialogue doit se faire au sein du CPC, qui doit quand même prendre ses responsabilités pour pouvoir lever l'équivoque une fois pour toutes. C'est très important. Gérard Ouissan, est-ce que finalement aujourd'hui on doit demander donc aux partis politiques, et même pour une petite réunion de concertation pour réfléchir sur les actions politiques à mener, dire aux autorités que nous avons une réunion au siège, donc du coup il va falloir que vous nous protégez? Bon, je ne sais pas si je comprends bien la question. Si on doit demander, ou bien si c'est souhaitable. Si vous demandez si c'est souhaitable, je dis en même temps non. Là, on ne serait plus chez nous du tout. C'est-à-dire que dans un pays où vous devez demander l'autorisation avant de vous réunir pour parler, alors ce pays-là, ça non, est en état de siège. Ou bien en état d'urgence. Bon, on va quand même pas exagérer. Hein. Non, mais pourquoi? C'est-à-dire qu'au cours de la guerre, par exemple, quand les Allemands envahirent la France, vous n'avez pas le droit de vous réunir. Vous êtes en état de siège. C'est la guerre, quoi. Il n'y a rien à faire. Au cours du Covid, on nous a dit de ne pas nous réunir parce que c'est l'état d'urgence. Donc, si le Togo est permanemment en état d'urgence ou bien en état de siège, ben, qu'on nous le dise. Mais à ce que je sache, jusqu'à présent, on est un pays quand même qui fonctionne tout à fait normalement. Maintenant, il faut dire aussi qu'il y a des lois qui sont carrément injustes et iniques. Si nous nous soumettons à toutes les lois que nos députés ou bien nos gouvernants s'amusent à écrire, si le peuple togolais se soumet à toutes ces lois-là, ben, nous n'aurons plus que nos yeux pour pleurer. C'est-à-dire que nous les aurons habitués à se dire, mais écrivez seulement et dites que c'est la loi, et puis c'est fini. Mais n'oubliez pas que les lois peuvent être très, très, très nocives et très injustes. Je vous donne un exemple, il y a ce qu'on appelait droit de cuissage. Quand vous vous mariez, la première nuit, votre fiancé la passe avec le roi. Point. C'était la loi.
le roi couche bien votre feuille de votre fiancé, on vous la redonne le jour suivant et vous continuez. Mais c'est une loi. Mais il appartenait au peuple français de dire non à cette loi parce que cette loi est unique. Donc ce n'est pas parce que c'est une loi que forcément on doit la respecter. C'est ça que le Togolais comprend de moins en moins. Moi je crois que le peuple doit garder la possibilité de dire non à des lois. Quand ces lois-là ne nous plaisent pas. Dans la Bible, on a dit les lois sont faites pour les hommes. Oui. Et non les hommes pour les lois. Les lois sont faites pour nous rendre heureux. Pour faire qu'on vive mieux. Mais ici au Togo, de plus en plus, c'est comme si c'était nous qui étions fabriqués, qui sont nés seulement pour les lois. On dit les députés ont dit ceci, point. La loi dit vous devez faire ceci, point. Est-ce que vous avez lu ce que la loi dit, point. Non. À un moment donné, soit les gens vont s'insurger et ça va être des troubles sociaux, ou bien les gens vont passer... Ce qui n'est pas souhaitable, et l'autre qui n'est pas souhaitable aussi, c'est de façon insidieuse, ça lié à des forces qui ne sont pas bien. Vous savez de quoi je parle? Les miliciens. Des trucs comme ça, des trucs qui ne sont pas bien, mais pour déstabiliser le pays. Dans tous les cas, quand le citoyen ne se sent plus chez lui, c'est là qu'on assiste à des trucs comme le développement de comment dire là, de la violence extrémiste, par exemple. Les gens disent de toutes les façons on n'est pas libre, et d'autres plus malins viennent dire quand nous on sera là, on va vous donner la liberté, la religion donne la liberté, il y a ceci, et c'est comme ça on peut enrôler des jeunes. Donc moi c'est un appel que je lance. On peut, entre Togolais, moi je ne sais pas si on prend 1000 Togolais, combien sont prêts à casser ce pays. Je crois que c'est 0, quelque chose %. 0,000 quelque chose %. Mais n'habituons pas les gens, ou bien ne poussons pas les gens à s'insurger contre, ou bien à détester leur propre pays parce qu'ils ne se sentent pas bien dans leur peau. Ceux qui font le tout sécuritaire et ceux qui veulent soumettre tous les Togolais à des lois que eux ils fabriquent, mais je leur dis qu'ils sont dans l'erreur parce que dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais vu ça réussir sous aucun empire, dans aucun État moderne. Alors, le Togo ne fera pas exception. Ça ne va pas réussir. Et donc, ce à quoi on assiste aujourd'hui, là, c'est du déni. Et il faut qu'on arrête. Déni de quoi? Déni de liberté. Oui. On pense que le Togolais n'a pas le droit d'être libre, n'a pas besoin d'être libre. Il suffit de le régenter. Pas le gérer, hein, le régenter. C'est-à-dire qu'on lui impose des choses et puis il fait sous couvert que c'est la loi qui a parlé. C'est pas possible. Bien. Ouais, même si c'est des députés qui ont fait des lois, quand la loi est mauvaise, on fait que les Togolais doivent pouvoir faire comme les gilets jaunes. C'est-à-dire que vous avez élu un président, mais vous lui dites alors non, là on n'est pas d'accord. Vous donnez des idées aux gens ou quoi? Non, pas du tout. Moi je dis ce qui se fait. Je ne donne pas des idées, mais c'est ça qui se fait et c'est ça qui risque d'être fait. C'est-à-dire que vous tapez un enfant et dites mais il va pleurer ou bien il va fuir la maison. Et on me dit vous donnez des idées à mon enfant. C'est bien sûr que vous maltraitez l'enfant et il va fuir la maison. Ça c'est sûr. Alors c'est pas moi qui leur donne l'idée, mais c'est comme 1 + 1 ça donne 2. 1 + 1, j'ai pas besoin de vous donner l'idée que dans un système binaire ça donne 2. 1 + 1 ça va donner 2 toujours. Dans un système binaire, c'est une vérité mathématique. Très bien. On va donner la parole aux auditeurs qui nous écoutent depuis un bon bout de temps. Vous avez assez parlé. On va savoir aussi à peu près ce qu'ils pensent des sujets qu'on a développés ici à l'antenne. L'antenne est à vous maintenant, hein, le 92 60 81 81. Nous sommes sur la radio Taxi FM Lomé. Alors ceux qui souhaitent aussi nous écrire, vous pouvez nous écrire aussi sur le 93 94 96 64. On va prendre le premier auditeur au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. C'est monsieur? C'est monsieur Rigobert. Monsieur Rigobert. Oui, je voudrais bien participer à votre émission. Monsieur Rigobert, nous vous écoutons. D'accord. S'il vous plaît, monsieur Eric, nous sommes tous des Togolais. À propos de la faim, ceux qui ont les 2 pieds, qui arrivent difficilement à se chercher dans le pays, et nous qui sommes des handicapés, nous avons fréquenté, nous avons le bac, nous avons le BTS, nous avons la licence. Mais tu postules quelque part pour que tu puisses trouver un boulot, on te voit, tu es handicapé, tu n'es pas recruté. Mais tu n'as rien même pour faire une activité ou bien pour démarrer quelque chose dans le pays. Et on souffre silencieusement. Les parents meurent en petit, et nous aussi, on les suit. Et c'est très difficile au Togo, monsieur Rigaton. Oui, c'est ça. Des fois, nous avons faim jusqu'à
la bouche devient amère comme le goût de la quinine. C'est très difficile. Moi, si on me propose même d'avoir la nationalité béninoise ou vendre au moins le carburant au bord de la route, je préfère être béninois que d'être congolais, sincèrement. Merci beaucoup et bonne émission. Merci beaucoup. C'est des messages qui nous touchent pour des handicapés à qui, visiblement, on n'a pas de solution. L'État n'a pas de solution. Tout à l'heure, on a interpellé le ministère des Affaires étrangères, enfin pas Affaires étrangères, mais Affaires Action sociale. Et je pense que c'est le moment d'activer donc ces gens de réseaux. 92 60 81 81. Nous sommes sur la radio Taxi FM Lomé. Vos réactions nous intéressent. Appelez-nous pour nous dire ce dont on a parlé jusque-là, ce que vous en pensez. Alors, je vais lire quelques réactions quand même. Hein. Il y a un auditeur qui nous dit la paranoïa envahit la République. Une mouche qui bouge, on a peur. Bref, le prince a peur de tout. Comment donc cet auditeur? Il y a un autre qui nous dit c'est forcément le bas qui joue l'autovisa. Ben moi je sais pas. Hein. je sais pas du tout. Donc il va falloir vous rapprocher des services qui proposent donc finalement ce service-là pour voir donc, les conditions. 92 60 81 81. Allô? Oui, monsieur. Oui, bonjour. C'est monsieur? Monsieur Doji de Garage. Monsieur? Doji. Nous vous écoutons, monsieur Doji. Je vous remercie pour ce que vous faites pour la nation togolaise. Merci à vous. Et merci aussi à Gérard Ouissa avec ses amis. Quand vous mentez, ça ne va pas. Vous-même, vous voyez ce qui se passe dans le pays. Et ce que Gérard vient de dire là, c'est la réalité pure. Hein. Si tu tapes ton enfant chaque jour, et l'enfant ne retombe pas, le jour que lui aussi va s'énerver contre toi là, il ne veut pas te le dire. En même temps, lui aussi peut te gifler. Ou bien peut te lancer les pierres. Et gravement, si ce qu'elle-là tombe sur toi, peut-être il se casse la tête ou bien il peut mourir. Donc, ce que nos gouvernants nous font au Togo là, nous sommes fatigués, Eric. Hein? Les diplômés, quelqu'un qui a fait avoir la licence. Et moi qui te parle là, je suis dans une école, on me fait 30 000 francs par mois. On a déposé les dossiers partout, on ne nous appelle pas. Comment on peut vivre avec nos enfants et nos femmes? Ils n'ont qu'à avoir quitté de nous là. Nous sommes fatigués au Togo. Est-ce qu'on va sur notre pays? Vous allez se réfugier où? Bon, merci beaucoup, M. Doji. Merci de nous avoir appelés. On peut encore prendre deux auditeurs rapidement. Il y a un auditeur qui nous dit si un homme âgé gagne l'autovisa, c'est pour, après 3 ans, faire partir tous ses enfants. Ouais, c'est aussi une stratégie. Hein. Et l'homme, vous avez vu ça? On prend celui qui est au téléphone. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Basile. Monsieur Basile. Oui. Nous vous écoutons. Bon, on ne finira jamais de le dire que le gouvernement soit conscient de ce que lui-même il fait. Parce que eux qui sont là-bas, ils sont togolais. Nous sommes togolais. Mais le mérite va aller au chef de l'État qui a pu scinder ces 2 Togolais en 2 en disant qu'il y a une minorité et une majorité. Mais la majorité ne va pas continuer par croupir dans la misère indescriptible au monde. Et il est toujours là. Quand ça vient des événements malheureux comme le dimanche passé, on ne l'entend pas. On sait qu'il y a personne qui peut aller faire comme ça et que lui n'est pas au courant. Et que lui ne soit pas plutôt au courant. Voilà des situations que nous vivons. Nous, on dit quoi? Même si c'est votre ligne de conduite, mais le gaz, diminuez-nous le gaz. Le ciment, diminuez-nous le ciment. Et le carburant, diminuez-nous le carburant. Les Togolais veulent seulement venir manger au moins 1 fois par jour. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Qu'est-ce que les autres disent? Ce qu'il dit là. J'ai envoyé à quelqu'un. Eric, j'ai envoyé à quelqu'un. Répondez-moi. Merci. Merci beaucoup, M. Basile. Merci de nous rappeler. On prendra plus d'auditeurs. Il y a un auditeur qui nous dit, alors finalement, par rapport à cette histoire de l'autovisa. J'ai 60 ans, mais je vais encore jouer l'autovisa. Arrivé là-bas, mes enfants aussi vont venir. Et moi, à 76 ans, je retourne au Togo.
C'est Emmanuel. On peut le prendre? Merci beaucoup de nous envoyer. L'auditeur. Allô? 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 Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est monsieur? Que je vous entends assez mal là. Oui, c'est monsieur. Quel est votre prénom? Ah, c'est Saint-Éloi. Saint-Éloi, nous vous écoutons. Ok. D'abord, c'est vous remercier pour tout ce que vous faites parce qu'on en a besoin, le Togolais en a besoin. C'était comme presque si tout le monde abandonnait le Togolais. Alors, j'aimerais rebondir sur le ministère et surtout la promotion du genre. Oui. C'est un truc que vous avez touché qui est vraiment important, dont j'ai fait moi-même l'expérience. Vous savez, j'ai écrit à ces ministères parce qu'on parlait de la promotion du genre et je signale que je suis en formation. Et j'avais un projet où je voudrais qu'on forme des femmes pour conduire. Vous savez, je suis allé moi-même à l'atelier pour crier et demander que les gens nous aident à former nos sœurs au lieu de les critiquer plutôt. Parce que la plupart du temps, nos sœurs, quand elles n'ont plus de travail ou elles décrochent de l'école, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont seulement faire la couture et tout ça. Et vous savez que c'est des métiers à tension aujourd'hui. Qui coûtent encore de nos jours. Et j'ai dit, écoutez, mettons nos sœurs plutôt dans la conduite où il n'y en a pas. Ça veut dire que pour le moment, s'il y a des femmes qui conduisent, on pourrait les insérer parce qu'il n'y en a pas assez. Vous savez, à tout, même les associations, ce n'est pas seulement le ministère. Je suis allé à la télé et j'ai demandé qu'on nous aide à former ces femmes. Il y a une bonne personne au Togo dont je tairai le nom qui a voulu, d'ailleurs il dit c'est une bonne action, je vais financer pour une fille. Et j'ai touché les associations qui font la promotion du genre pour identifier celles qui pourraient éventuellement bénéficier de cette formation. Vous savez, personne n'a jamais répondu. C'est au Togo qu'on trouve qu'on envoie des courriers où on classe sans suite. Un courrier ne devrait pas être classé sans suite. Il y a le ministère et même les associations qui gongonnent partout qu'elles font la promotion du genre. J'ai été vraiment content que vous parliez de ça et j'ai voulu témoigner de ce truc que moi, personnellement, j'ai vécu. Très bien. Je vous remercie. Merci beaucoup, Saint-Éloi. Merci de nous avoir appelés. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir véritablement sur ce sujet qui est un sujet assez intéressant quand même. C'est vraiment important. Merci beaucoup, Saint-Éloi. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Un auditeur qui dit l'argent de la route Lomé-Vaughan, celui de Covid Gate, aurait pu nourrir les Togolais pendant quelques mois. Certains soi-disant collaborateurs du président Faure le lui ont trahi. C'est M. Sambani. Alors, et l'homme, Togocom là, pour Timoni là, ils ont revu leur position finalement parce que là, les gens semble disent... que les choses ont évolué. Est-ce que c'est vrai? Moi j'ai envie de vérifier ça avec vous. Oui, mais il semble que les choses ont évolué. Bon, ils ont commencé à publier des visuels. Je sais pas trop, mais les gens ont dit que oui, véritablement, ils perçoivent plus des frais. D'autres ont dit que c'est pas encore effectif. Donc c'est encore mitigé parce que ce week-end, il y a beaucoup qui ont fait des transferts, des dépôts d'argent sans frais. Il y a d'autres qui ont dit, bon, on nous a prélevé 10-30 francs. Mais moi, l'appel que je voudrais lancer à tous les Togolais, si vous vous rendez dans un kiosque Timoni, vous voulez faire un dépôt de 10 000, on vous dit qu'on va vous prélever 10 ou 20 francs, boycottez. Dites que vous allez reprendre votre argent. Vous faites flouze ou vous faites le transfert via notre service. Jusqu'à ce que Togocom n'officialise là. Parce que le problème, c'est que, pourquoi je dis qu'on se moque de nous? Togocom sait que dans les kiosques, les opérateurs prélèvent 10 francs, 20 francs. Au lieu de s'attaquer directement aux opérateurs ou à ceux qui sont dans les kiosques, on dit que c'est à 0 francs. C'est quelle forme de communication ça? Alors que le client, lui, va dans le kiosque, on lui dit on vous prélève 10 francs, 20 francs. Pourquoi Togocom ne lance pas une chasse à ces opérateurs qui prélèvent 10 francs, 20 francs, si tant est que les dépôts d'argent sont gratuits? C'est là où on parle de publicité mensongère. Et jusqu'à preuve du contraire, à l'heure où nous sommes en train de parler, et à moins qu'ils ne lèvent ça officiellement, ils disent que oui, ils lancent quelques visuels dans la masse et tout, en faisant de la publicité mensongère, mais dans les kiosques, les dépôts d'argent sont frappés de frais, et à l'heure où nous sommes en train de parler, si vous vous rendez dans un kiosque Timoni, et que vous voulez faire un transfert de 5 000, l'opérateur vous dit qu'on va vous prélever 10 francs, reprenez vos sous, allez faire flouze, allez ailleurs. Messieurs, merci beaucoup. Elom Atisogbe, Gérard Ouissan, Sylvestre Béni, merci à vous. Merci également à
Francis Daye qui a assuré la mise en onde. On me dit qu'il ne faut pas payer un message de Togocom quand même, qui dit que pour cas de Timoni, vous n'avez pas de frais à payer pour le dépôt. Bon, c'est ce qu'ils disent. Maintenant, sur le terrain, c'est ce que l'homme dit. Des fois, il y a quelques d'autres réalités également. Et le rôle de l'État, de la police aussi. Messieurs, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis, chers auditeurs. On se retrouve demain pour une autre aventure sur la radio. 12h30, le journal parlait avec Hugues Vignon à Tikpo. 12h45, s'il vous plaît. Le journal parlait avec Hugues Vignon à Tikpo. Moi, je vous retrouve à 13h avec Maître Florent Avocat. Nous allons parler de la spiritualité. Allez, à très vite. Au revoir.